Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. À tout de suite. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, les déboires de la presse écrite, tirage famélique, distribution tatillonne, appui institutionnel insuffisant, publicité à tête chercheuse. La presse écrite agonise, agonie précipitée ces dernières années par les réseaux sociaux qui poussent la presse écrite à se réinventer. Nous en parlons ce soir, veille de la journée internationale de la liberté de la presse. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Denis Omba, qui est le chef de la division de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité. Pour être tout à fait précis dans la présentation que vous avez faite, j'occupe encore cette fonction par intérim et je voudrais remercier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui m'a fait l'insigne honneur de me confier ces hautes fonctions. De toutes les façons, nous vous adressons nos félicitations pour cette brillante promotion. À ma gauche, Georges Alain Boyomo, qui est le directeur de publication du quotidien Mutation et qui est par ailleurs secrétaire général du REPAC, le réseau des patrons de presse du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs que nous espérons nombreux de Scène de presse. Et merci de m'accueillir, ça fait longtemps. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur le plateau. Merci. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons des droits des travailleurs qui, au dire de certains syndicats, sont aujourd'hui bafoués. Je l'ai dit, ce sera dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Alors, Georges Alain Boyomo, vous avez reçu 2 millions de francs CFA dans le cadre de l'appui institutionnel à la presse privée. Qu'est-ce que ce montant représente à l'échelle des charges de fonctionnement de votre journal? Alors peut-être il faut commencer par évacuer quelque chose. Les 2 millions dont vous parlez, il s'agit bien de l'appui institutionnel pour le compte de l'exercice 2020. Nous sommes rendus au 2 mai et jusqu'à ce jour, les 2 millions ne sont pas encore dans les caisses de mutation. Nous avons vérifié vendredi si les virements étaient faits. Ils n'ont pas été faits. Donc, les 2 millions n'ont pas encore été reçus, mais au moins sur le papier, on peut se dire que Mutation peut légitimement attendre les 2 millions de francs. Alors, ces 2 millions sont, je dirais, absolument dérisoires par rapport aux charges de fonctionnement de Mutation. Si je prends simplement les charges d'impression, je ne pense pas qu'avec 2 millions, Mutation peut imprimer au quotidien pendant un mois. Si je prends... Alors, je voudrais que ce soit clair. Lorsque vous dites 2 millions, ça ne peut pas suffire pour imprimer au quotidien pendant un mois. Chaque impression, c'est un quotidien, voilà. C'est un quotidien. Chaque impression vous coûte combien? 150, 180 000? Entre 150 et 180 000, parce qu'il faut dire que nous modulons les quantités en fonction de la une. Et depuis la survenance du Covid en mars 2020, nous avons dû réduire le tirage parce qu'il fallait développer d'autres sources de recettes, notamment sur le digital, étant donné que le Covid, avec ce qui est conseillé comme la distance physique, les gens sont un peu confinés, les gens n'allaient pas beaucoup en kiosque, et puis les ressources même ont drastiquement baissé pendant le Covid. Eh bien, nous avons donc dû revoir à la baisse le tirage. Et donc, ce tirage, pour revenir sur votre question, nous coûte par jour, aujourd'hui, entre 150 et 180 000 en fonction de l'acuité de la une. Et donc, ça fait qu'au bout d'un mois, si on calcule les 2 millions, ils ne représentent pas grand-chose. C'est pour ça que je maintiens... Et les charges salariales? Les charges salariales, c'est 6 millions et demi, 6 millions 200 000 par mois. Pour une cinquantaine Pour une cinquantaine d'employés. Vous pouvez imaginer qu'en dehors de ces charges-là, qui sont les charges fixes, on a la CNPS. Il faut honorer les charges de la CNPS, il faut honorer les impôts.
les charges de courant, d'eau, etc. Donc, les charges même de reportage. Donc, c'est un appoint. Je préfère retenir l'expression du ministre de la Communication lorsqu'il nous a reçus la dernière fois. Je ne veux pas baisser davantage en termes de considération de cette somme-là. Il s'agit d'un appoint et on s'accorde bien qu'il s'agit d'un appoint. C'est pour ça que le réseau des patrons de presse plaide pour l'instauration d'un compte d'affectation spéciale, cela a été mentionné dans les recommandations des États-Unis. On va y revenir. Je précise que Mutation, c'est 16 pages. Mutation, c'est le seul quotidien privé qui imprime encore à 16 pages, puisque les autres impriment à 12 pages. À 12 pages. Voilà. Alors, monsieur le chef de la division de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, a écouté Georges Alain Boyomo, directeur de publication du quotidien Mutation. Il a dit c'est un appoint, mais il a dit avant que la somme attribuée ou donnée à l'organe dont il a la charge est une somme dérisoire. Il a raison peut-être de parler de somme dérisoire, mais il faut restituer l'histoire de l'aide à la communication privée. En 2002, lorsque l'État institue cette aide, il ne s'agit pas en réalité de donner l'impression que c'est l'État qui va faire imprimer les journaux privés, c'est l'État qui va payer les salaires, c'est l'État qui va faire tout. Parce qu'il s'agit en fait d'une entreprise privée, mais l'État soutient là une activité de service public qui est la communication sociale. C'est pour ça que je suis d'accord avec la terminologie de Georges Alain qui parle d'appoint. Évidemment, on peut être d'accord avec lui lorsqu'il estime que cet appoint peut être insuffisant. Cela dépend du bord par lequel on se place. Mais il faut dire de manière générale que de manière progressive, l'objectif du ministère de la Communication était de voir cette aide augmenter. Parce que c'est l'État qui a intérêt d'avoir une presse libre, une presse qui est indépendante et une presse qui est solide. Mais voyez-vous, les difficultés conjoncturelles, parlons de l'année 2020, vous voyez que ce n'est qu'en 2021 que le ministère est en train de payer, en train de verser l'aide de 2020. On est passé par la Covid et les budgets ont été drastiquement réduits partout. Et donc, le souhait, la volonté, et je suis d'accord avec Georges Alain. Je signale que cette aide était de 300 millions, voire 250 millions, et qu'elle a diminué de 100 millions. Oui, elle a diminué de moitié. Elle a diminué de moitié. Cette année, elle se situe autour de 150 millions. 120 millions exactement, TTC, tout à ce compris. C'est les raisons de la Covid qui l'ont largement diminué ainsi. C'est pour cela que la réflexion que nous avons, et les patrons de presse avec, je tiens là pour référentiel les États généraux de 2012, c'est qu'on arrive à sortir de cet appui, de cette aide. Le ministre de la Communication, en avril 2020, est passé de l'aide à l'appui, pour indiquer également que la notion même d'aide avait un caractère un peu péjoratif dans la conception publique de cet appoint d'État. Aujourd'hui, nous parlons d'appui, mais nous voulons aussi passer de l'appui à un fonds qui sera plus consolidé, qui sera plus important. Mais au-delà de cela, les revendications des patrons de presse, sur lesquelles nous sommes tous d'accord aussi, c'est qu'il faut revoir les secteurs vers lesquels on peut arriver à soutenir durablement la presse. Il faut arriver à toucher la partie de la production qui est importante parce que les coûts de production sont élevés. Il faut arriver à agir sur la distribution. Vous savez que le monopole de Messa Presse n'a pas toujours aidé la presse écrite parce qu'à un moment donné, Messa Presse gagnait beaucoup plus que les patrons de presse écrite et même au niveau de la distribution, ce n'était pas évident. Les journaux étaient déposés à tard ou pas. Et enfin, c'est l'option du gouvernement, c'est d'arriver à inciter les pouvoirs publics à travailler dans le sens de la publicité d'État qui permettrait éventuellement à la presse privée d'avoir des gains qui sont importants pour pouvoir soutenir. Donc, je comprends que les patrons de presse trouvent la pointe de l'État insuffisant, mais croyez-moi, madame, l'État est en pleine réflexion aujourd'hui pour arriver à trouver des mesures structurelles plus consolidées pour aider durablement la presse. On va y arriver. Je voudrais que nous écoutions, enfin, je voudrais vous partager, faire partager cette déclaration du directeur de publication du journal Le Jour. Si la régie le permet, on pourra peut-être la voir sur l'écran, qui était chez nos confrères. Aman Manaki dit: il y a des journaux que j'appelle des journaux WhatsApp, c'est-à-dire que vous voyez leur une circuler dans des groupes WhatsApp et dont le contenu n'est imprimé nulle part. Certains reçoivent des aides. Le Jour ne veut pas faire partie
de cette mascarade. Georges Alain Boyomo, que pensez-vous de cette déclaration du DP Aman Mana? Je n'ai pas à avoir une pensée particulière par rapport à la déclaration du DP du jour, mais je veux simplement préciser que... Notamment sur ce qui concerne ces journaux qui publient les unes dans les groupes WhatsApp et qui parfois n'impriment pas, mais qui, selon le DP, Aman Mana, recevraient des aides. Alors, je pense que là, vous abordez la question des critères de sélection. Absolument. Des journaux qui reçoivent l'aide. Il faut d'abord signaler que Mutation, pendant très longtemps, n'a pas postulé à cet appui, à cet appoint de l'État. Il y a des journaux qui aujourd'hui disent qu'ils ne postulent pas et qui postulaient à l'époque, au moment où des ténors de la presse avaient décidé de ne pas postuler à cette aide. Mais je ne vais pas faire de polémique. Je précise simplement qu'il y a quand même de quoi quereller les critères qui sont en Alors, vigueur. quels sont ces critères? En vigueur. Alors, parmi ces critères, quand même, il y a que les journaux doivent déposer l'ensemble des publications sur l'année. Alors, s'il est établi, s'il est acquis que certains journaux ne paraissent pas régulièrement et ne paraissent que sur les réseaux sociaux, on peut, par conséquent, se poser la question de savoir comment ces journaux accèdent à ce qu'on appelle aujourd'hui l'appui institutionnel. Donc, de ce point de vue, la problématique que soulève le propos du DP du jour est tout à fait fondée. Mais d'un autre point de vue, je pense que je l'ai d'ailleurs lu quelque part, aujourd'hui on ne peut plus se contenter de la version papier. Il faut également penser à associer à la version papier une version digitale. Ça veut dire par exemple que le PDF peut être commercialisé. C'est pour ça par exemple que Mutation, depuis 2 années de suite, remporte le titre du meilleur quotidien vendu sur la boutique virtuelle e-kiosque, qui nous rapporte environ, pratiquement plus... le double environ de ce que la version papier nous rapporte. Alors, donc, je pense que... Mais pour rentrer, peut-être c'est un exercice dangereux, rentrer dans la pensée du DP du jour, je pense qu'il parle davantage de ces critères qui doivent être questionnés. Et là, je suis tout à fait d'accord. Alors justement, la question s'adresse à M. Denyomba. Comment se fait le choix des bénéficiaires? En quelques mots. D'abord, il faut dire que la commission qui travaille sur la question est une commission qui est ouverte aux patrons de presse privée. Il y en a 2 qui représentent la presse en ligne, il y en a 2 qui représentent la presse papier. Il y a également les représentants du ministère, les représentants des forces de police, les représentations de l'administration territoriale. Donc c'est une commission qui travaille. Je dois vous dire, madame, que depuis avril, cette question a été prise en compte dans la décision de monsieur le ministre qui a resserré les conditions d'accès. D'ailleurs, pour être précis, s'il fallait être rigoureux et précis sur les critères, il y a des critères qu'on a évacués comme la production du compte d'emploi de l'argent remis l'exercice précédent, il y a des critères comme le paiement des impôts à la CNPS, il y a des critères comme la certitude des contrats de travail avec des employés qui doivent être assermentés au ministère de l'Emploi. S'il fallait rester rigoureux sur ces critères, je ne suis pas sûr que 20 journaux auraient pu avoir accès à cet appui. Mais ce serait ce qui le mérite véritablement. Ça, c'est une vision parcellaire de la question. Mais croyez-moi, madame, ce n'est pas la réflexion du ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, en tant que patron de ce secteur, a une autre réflexion qui consiste à savoir comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un appui à pouvoir soutenir durablement la presse pour la pérennité. Je suis d'accord avec vous que ça peut ouvrir une querelle en disant il y en a qui sont ceci, il y en a qui sont cela. Mais le ministre a décidé, en son âme et conscience, pour la dernière édition, de dire, au-delà de la rigidité, on va voir à 1 pièce manquante, à 2 pièces manquantes, quels sont ceux qui peuvent profiter. Ils sont 75 qui ont bénéficié de cet appui. Vous ne nous avez toujours pas dit quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour... Enfin, les plus importants, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez? Les critères les plus importants, c'est la parution, c'est la fréquence de parution, c'est la production des journaux paris l'année, c'est la production des presses administratives, c'est la production de l'ensemble de pièces qui attestent, qui valident la qualité du compte d'emploi de l'exercice précédent. Il faut être en règle avec les impôts, la CNPS. Il faut dire que c'est un dossier assez lourd. C'est un dossier assez lourd, assez costaud, qui participe de la volonté du ministère de faire un écrémage pour avoir en réalité ceux qui sont à même de bénéficier de cet appui. C'est un dossier assez lourd, Lucrèce, si tu permets, c'est un dossier assez lourd, mais il y a des pièces considérant
la situation actuelle de la presse, et d'ailleurs de beaucoup d'entreprises, y compris parfois les entreprises publiques, être tout à fait en règle avec la CNPS, avec les impôts, ce n'est pas évident. Et donc, même si ces critères, pour ainsi dire, sont rédhibitoires, moi, je suis tout à fait contre l'écuménisme qui est pratiqué jusque-là. Je pense qu'il faut que cet écrémage soit plus resserré pour que ceux qui ne veulent pas, ceux qui n'ont pas de siège, ceux qui ont leur compte bancaire dans la mallette, ne se retrouvent pas avec les médias qui se constituent en entreprise. C'est pour ça que la réflexion est menée. Pour le moment, le ministre nous a dit, il a certainement ses raisons, il nous a dit que pour le moment, il faut tolérer un peu qu'il y ait une gestion, pour ainsi dire, politique de cette aide, de cet appui. La terminologie a évolué, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, faire, pour ainsi dire, une chirurgie sans anesthésie, pour que les exemples vertueux, pour que ceux qui font bien leur travail puissent tirer les autres, puissent tirer les canards boiteux. Alors ce débat sur les critères me rappelle aussi celui de la carte de presse qui pose le problème de l'accès au métier de journaliste au Cameroun. Oui, il faut dire que cette commission qui charge la carte de presse est pratiquement en hibernation. Ça aussi, c'est un problème. Cette commission ne fonctionne pas et c'est parmi les critères d'attribution de ce qu'on appelle aujourd'hui l'appui institutionnel. Alors, comment ça se passe? Puisqu'on introduit des demandes pour accéder à la carte de presse, comment on évalue ça? C'est un problème, puisque si ces cartes de presse étaient régulièrement délivrées, c'est la commission siégeait effectivement. Et je suis sûr qu'il y a des journaux qui n'accéderaient pas à cette aide. Parce que il y a des DP qui écrivent leurs journaux tout seuls. C'est-à-dire changer simplement de signature. C'est connu. Mais ils ont droit pour qui 1,2 million cette fois-ci, qui 800 000 euros. Donc je crois que ça décourage, c'est de nature à décourager ceux qui font correctement leur travail. Je crois que sur cette question aussi, on ne peut pas totalement accuser le ministère d'être inactif. Je dois rappeler que le ministère avait choisi pour option de mettre à la tête de ces commissions un patron de presse qui a pignon sur rue et qui, dans le regard du ministère, pouvait être quelqu'un qui, de par sa bonne connaissance du milieu, aurait pu discriminer de manière objective ceux qui auraient dû avoir accès à la carte de presse. Mais je suis d'accord avec Georges Alain, le travail dans cette commission ne nous satisfait pas nous-mêmes parce qu'on aurait souhaité que les choses aillent vite pour qu'on puisse effectivement arriver à dénicher dans la presse ceux qui ont la qualité de journalistes et peuvent bénéficier de l'appui. Autre chose, je voudrais ajouter que même si de manière politique, le ministre a autorisé qu'un ensemble de facilités soient accordées pour pouvoir élire un ensemble de journaux qui n'ont pas les mêmes critères que mutation à l'initiative de l'appui institutionnel. Il faut aussi rappeler que tout le monde n'a pas accès au même montant. Lorsque mutation a 2 millions de francs, ceux qui n'ont pas rempli les mêmes critères que mutation n'ont pas les 2 millions de francs. Les montants vont de 800 000 à 2 millions. Cela voudrait dire que lorsque un journal, lorsque quelqu'un qui a produit un dossier qui n'a pas la même consistance que mutation, ce dossier-là est élu à l'initiative de l'appui, effectivement, on tient compte de ces faiblesses-là. La question que Georges Alain pose, c'est celle de savoir pourquoi donner de l'appui, apporter un appui à un organe qui manifestement ne le mérite pas. Qu'est-ce que l'État cherche en le faisant? La notion de mérite est un peu, j'allais dire, pour paraphraser Georges Alain, chirurgie sans anesthésie. Nous disons que des gens peuvent avoir des parutions qui sont régulières, mais ne pas avoir toutes les pièces qui sont éligibles, parce que ce dossier-là est un dossier qui est difficile et parfois l'OTAN, le ministre a dû repousser les délais à plusieurs reprises. Les gens ne déposaient pas toujours les dossiers pour des raisons économiques, pour des raisons qui étaient celles qui étaient pendantes à ce moment-là. Je dois dire que le ministre fonctionne en bon père de famille. Oui, il faut être rigide, c'est vers là où nous voulons aller. Mais à ce moment-ci, je crois que le ministre a vu une certaine tolérance en disant qu'on va faire un écrémage en fonction des montants alloués aux gens, ceux qui ont des dossiers consistants avaient les bons montants et ceux qui n'en avaient pas assez avaient des montants. Mais je dois dire que
la constitution de la commission qui travaille sur l'élection à cet appui-là est une commission qui intègre les patrons de presse qui peuvent donc attester et assermenter de ce que, même si tel ou tel journal ne paraît pas de manière fréquente, au moins il existe dans le marché. Ce n'est pas une affaire de petits copains, finalement. On peut, pour ainsi dire, acheter la paix sociale ou alors acheter la paix en tant que responsable d'une institution. Mais je pense que les dérogations spéciales doivent être bien circonscrites. Parce que si la dérogation spéciale sert simplement à ce que au critère qui veut qu'un journal soit républicain. Vous savez que le caractère républicain d'un journal, c'est un concept bateau. On ne sait pas ce qu'on met dedans, ce qu'on ne met pas dedans. Je crois qu'il faut sortir de ces critères qui sont à la fois trop larges et sans signification précise. D'accord, on peut faire l'écrémage avec des seuils de tolérance, mais il faut aller vraiment vers quelque chose de sérieux, quelque chose de strict, pour que les bons élèves soient mieux primés que les mauvais. Alors, il y a la question de l'appui institutionnel, mais il y a également la question relative à la publicité qui, pour une certaine opinion dans le milieu de la presse, est à tête chercheuse. Absolument, je pense qu'elle est véritablement à tête chercheuse, mais je ne peux pas affirmer sur ce plateau qu'il y a un mot d'ordre qui viendrait de quelque part pour que telle institution choisisse telle. C'est une affaire de copinage généralement, mais il faut féliciter les ministères qui ont déjà choisi d'insérer autant dans la presse à capitaux publics que dans la presse à capitaux privés. Ça se fait. Il y a également des entreprises et établissements publics qui le font, qui sont abonnés. En tant que DP de mutation depuis un certain nombre d'années, je peux signifier quand même que nous avons un portefeuille assez consistant d'abonnés du secteur public. Alors ça, c'est pour mutation. Qu'en est-il des autres? Il y en a qui n'en ont pas. Je pense qu'il y a également le critère de crédibilité. S'il y a des journaux c'est-à-dire qu'il y a des ministères, par exemple, qui attendent la version papier, vous ne sortez que le PDF, vous ne publiez pas et autres. Je pense que tout ça, c'est la crédibilité. Puis, il y a le contenu. À un moment donné, on est obligé de sélectionner, de faire un écrémage. Je pense que ces ministères-là qui consentent déjà à insérer dans la presse privée, je me dis qu'ils choisissent en fonction du contenu. Ils choisissent en fonction du contenu, mais on aimerait que... Ou alors j'ai envie de dire de la ligne éditoriale. Si elle est en faveur du département ministériel concerné. Bon, je ne vais pas... La ligne éditoriale de mutation n'a pas de secret pour vous. Ça veut dire que si on était dans ce schéma-là, il y a beaucoup de ministères qui sont dirigés par les Républicains, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, qui ne seraient pas la mutation. Mais je pense qu'il faut que les rangs de ces ministères et de ces entreprises publiques puissent grossir et que la cagnotte soit plus importante et surtout que les délais de paiement soient raisonnables. Parce que très souvent, vous voyez beaucoup d'insertions dans les journaux, mais je vous assure que d'abord, pour constituer le dossier, être à jour en matière de fiscalité, etc. Mais parfois, c'est des délais trop extensibles. C'est-à-dire que ça prend 6 mois, parfois 1 an. Vous allez par exemple voir que le journal des projets de 2019 a été payé au 3e mois de l'année suivante, etc. Ça ne nous permet pas de faire un business plan réaliste. Alors, Monsieur Denis Ongba, est-ce qu'il ne faut pas finalement codifier tout ça? Je pense que c'est ce que le ministère essaye de faire avec le REPAC depuis la semaine dernière. Tout à fait. Le ministre a signé une décision qui sera rendue publique probablement la semaine prochaine, qui crée une plateforme de travail avec le REPAC, dans une double perspective. D'abord, retoiletter ou relire les recommandations des États généraux de 2012 pour certaines dispositions qui sont devenues caduques ou qu'il faut réadapter au contexte actuel. Et deuxièmement, écrire donc de manière convergente un ensemble de recommandations que nous allons soumettre à l'attention de la très haute hiérarchie pour avancer. Je crois que je suis en partie d'accord avec Georges Alain lorsqu'il évoque aussi ces aspects de publicité publique qui sont, j'utiliserai pas peut-être le mot à tête chercheuse, mais qui ne sont pas encadrés. Parce que si le gouvernement au très haut niveau prend cette question en main et qu'il y a une circulaire qui indique de manière précise, par exemple, la réglementation des abonnements, on peut imposer aux administrations un quota d'abonnement, on peut imposer également la publicité publique. Mais madame, rassurez-vous, nous allons retomber à une question qui est pertinente, c'est à quel journal
et à qui. Parce qu'à ce moment-là... À quel journal et à qui? Il y a un début dans ce sens, Lucrèce et Denis. C'est-à-dire, lorsque vous prenez par exemple les annonces légales, vous savez que le ministère de la Justice, en collaboration d'ailleurs avec le ministère de la Communication, a produit une liste de journaux qui peuvent recevoir des annonces légales. Ça veut dire qu'on peut évoluer dans ce sens sans risque de se tromper. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur la question que pose M. Denis Ongba. À quel journal? Est-ce que vous voulez dire par là que la publicité ou les annonces légales sont parfois utilisées comme une arme contre la presse? Bon, je n'utiliserai pas vos terminologies, de manière simple. Georges Alain Boyomo est ministre de je ne sais trop quoi. Et mon journal à moi passe le temps à écrire, entre guillemets, tout et n'importe quoi sur Georges Alain. Est-ce que demain, Georges Alain, en tant que ministre, peut être disposé, même si la loi le prescrit, est-ce que Georges Alain peut être, dans le contexte actuel qui est le nôtre, est-ce qu'il peut être disposé à faire des insertions dans mon journal? Le constat que nous faisons, madame, est un constat d'une presse qui est multiple. Si Georges Alain fait le journalisme avec grand J, il collecte, il traite, il diffuse des informations. Vous avez dans la presse ce que je vais appeler entre guillemets, c'est un homme de patron de presse dont vous ne pouvez pas tracer la provenance des gros moyens, qui obtiennent des publicités qui sont faramineuses, importantes, et qui rament totalement à contre-courant du service de la communication sociale. Il y a cette catégorie-là. Il y a aussi à côté de celle-là une autre catégorie, la pièce à gage, qui est instrumentalisée, qui travaille pour saquer à la fois la dignité, l'honneur de l'État et qui, comme vous le voyez, bénéficie également des mensuétés de la publicité d'État. Il faut encadrer tout ça parce qu'il y a un service public de la communication sociale qui doit être financé. Et si l'État prend position, ce n'est pas pour mettre la presse au pas, non. C'est pour dire qu'il faudrait faire effectivement le tri pour que, en même temps qu'on crée un fonds, que des gens puissent en bénéficier, ceux qui contribuent de manière vérifiable, observable à la progression de ce segment de la politique publique de l'État qui est la communication sociale. Et donc, de ce point de vue, il faudra faire un travail, j'en appelle d'ailleurs, et c'est le message du ministère de la Communication, à la consolidation de l'autorégulation. On va arriver à l'autorégulation. Je voudrais peut-être faire une confidence sur ce plateau, pas pour dédouaner le ministère de la Communication. Je vous ai dit que pendant longtemps, Mutation n'a pas postulé à ce qu'on appelait l'aide à la presse. Et lorsque notre conseil d'administration a permis qu'on postule, j'ai demandé à quelques responsables si cette aide était subordonnée à quelques lignes éditoriales, je dirais rigides. Ils m'ont dit que bon, vraiment, il ne s'agit pas de ça. Et moi, ça m'a conforté que Mutation peut percevoir cette aide et continuer à pratiquer le métier comme il se doit, tel que sa ligne éditoriale le prescrit. De toute façon, la ligne éditoriale, nous considérons qu'il s'agit d'abord, cet argent, c'est l'argent du contribuable camerounais. Ça veut dire que nous pouvons y postuler. Et l'autre chose, c'est que la ligne éditoriale de Mutation ne varie pas au gré des appuis de l'État ou des abonnements avec tel ou tel. Nous avons une ligne et lorsqu'on est sérieux, cette ligne ne doit pas varier indéfiniment. Je pense donc que le jour où cette aide sera conditionnée à une ligne, cet appui sera conditionné à une ligne éditoriale précise, Mutation va simplement dire non merci. Alors, on va marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse en zooming ce soir. Presse camerounaise, Illusion et Avatar, c'est un texte qui nous est proposé par un professionnel aguerri. Il s'agit de Xavier Messé, qui est enseignant à l'ESTIC et à l'Institut universitaire du Golfe à Douala. Texte de Xavier Messé, lu par Franck Evina. Presse camerounaise, Illusion et Avatar. La semaine dernière, je voulais passer une commande pour faire imprimer 150 000 flyers de format A4 noir-blanc recto. La petite imprimerie des labeurs que je contacte a 4 machines cylindres, alors que je m'attendais que cet imprimeur jubile de recevoir une telle manne inattendue. Il refuse ma commande et se justifie en ces termes. Votre commande bloquerait mes machines pour plusieurs jours. Je pénaliserai 15 éditeurs de presse qui font imprimer chez moi chacun 100 à 200 exemplaires de leurs titres. Je ne tourne que pour ces petits journaux.
200 exemplaires d'un journal au prix consensuel de 400 francs CFA l'unité, on récolterait 80 000 francs CFA. Après avoir déduit 28 000 francs CFA des charges de distribution, il ne resterait que 52 000 francs à cette entreprise de presse, qui pourrait faire vivre une entreprise avec une telle réalité. Personne. Dans un kiosque de Yaoundé, j'achète 3 journaux différents, l'un a 16 pages. Les 2 autres ont chacun 12 pages. Si la première page de chacun de ces journaux est attrayante pour des raisons de marketing, l'intérieur est pitoyable. Typographie illisible, images floues, traitement insipide. Rien qui puisse pousser un lecteur à acquérir ces tabloïds et encore moins à les conserver dans une documentation personnelle. Voilà la physionomie de la presse privée au Cameroun en ce moment. Comment en est-on arrivé à cette chute de plomb? Pourtant, au début de la décennie 1990, Challenge Hebdo, La Nouvelle Expression et Le Messager totalisaient un tirage par semaine de 380 000 exemplaires, avec un lectorat dupliqué de plus d'1 million de personnes. Justification de cet âge d'or de la presse camerounaise, la démocratie était naissante et le multipartisme de retour. Ces 2 phénomènes sont pourtant toujours là encore. Ce sont les lecteurs qui ont disparu. Pourquoi cette désertion des lecteurs? En voici la justification. Radio et télévision sont nées nombreuses. Blogs, forums et autres réseaux sociaux rendent information gratuite et abondante. Alors, pourquoi dépenser son argent à acheter un journal? Autre justification, les hommes politiques camerounais considèrent les révélations faites dans la presse comme le chien qui aboie et la caravane passe. S'ils réagissaient aux révélations, le débat serait animé. Une interview du chef de l'État à un journal privé le ferait tirer 500 000 exemplaires sans risque d'invendu. Les médias, dans leur ensemble, traversent une grave crise. Le redire serait une vérité de la palisse. La migration vertigineuse de l'information print vers la presse en ligne a un impact considérable sur la population traditionnelle des lecteurs. Mais si ceux-ci continuaient de trouver une information d'excellente qualité dans les journaux qui migrent vers le numérique, ces lecteurs-là migreraient avec leur journal. C'est loin d'être le cas, tout au moins pour ce qui est de la presse camerounaise. Il s'installe une désaffection entre les médias et les publics consommateurs. Ceux-ci font de moins en moins confiance aux médias. Ils estiment que les patrons de presse et les journalistes sont corrompus et manipulés par les hommes politiques et les patrons d'entreprise. Cette méfiance n'est pas une particularité camerounaise, elle est généralisée. Le très sérieux Institut Gallup a réalisé un sondage en 2015 aux États-Unis. Les résultats traduisent ceci. La confiance des Américains en leurs journaux ne dépasse pas 22%, elle est de 19% pour Internet et de 18% pour les journaux télévisés. Un bien public. Les médias ne sont pas une marchandise comme le pain ou la bière. Ils ne sont donc pas des entreprises comme les autres. Ils ont un objectif premier, la fourniture d'un bien public. Une information de qualité, libre et indépendante, indispensable au débat démocratique et non à la maximisation du projet et le versement des dividendes aux promoteurs. Cette information se devrait d'être transparente. Les médias sont aussi un outil nécessaire pour une communication ascendante et descendante dans les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Pour accomplir ces missions, les médias ont besoin d'évoluer dans un cadre juridique élaboré de manière consensuelle. Ils ont aussi et surtout besoin d'un nouveau modèle économique pour accomplir leur mission. Quand les médias deviennent des entreprises classiques, ils subissent le diktat du politique et des grands patrons, au détriment de l'information. Citons un visionnaire qui entrevoyait depuis longtemps un modèle économique pour la presse. Ne pourrait-on imaginer que la propriété des biens de presse fût assumée de façon désintéressée, soit par une vaste société de lecteurs, chacun fournissant régulièrement sa contribution, soit par une sorte de fondation,
Dans cette hypothèse, les généreux donateurs perdraient évidemment le droit et le moyen d'intervenir dans la gestion du journal. Ils y gagnent de manifester ainsi la pureté de leur intention et d'être à l'abri de leurs soupçons. Texte proposé par Xavier Messé. Georges-Alain, vous l'avez écouté attentivement. Je vous ai vu acquiescer de temps en temps. Oui, je pense que globalement, ça fait la synthèse. C'est un texte qui fait la synthèse des problèmes de la presse. Et il y a beaucoup de problèmes qui se tiennent. Ça veut dire qu'on ne saurait donc résoudre un problème et négliger l'autre. C'est pour ça que dans une dynamique d'ensemble, avec le ministère de la Communication, nous espérons pouvoir arriver à quelque chose qui puisse effectivement bouger les lignes. Alors justement, parmi les propositions que vous avez faites, c'est la mise sur pied d'une commission de travail paritaire, MINCOM-REPAC, en vue de traduire dans les actes les recommandations des États généraux de la communication de 2012, réactiver le compte d'affectation spéciale à la presse, la mise en place d'une nouvelle société de distribution, la création d'une centrale d'impression des journaux à la SOPECAMO, à l'imprimerie nationale, la mise en place d'un mécanisme de commande de public groupé, publicité institutionnelle et souscription d'abonnements dans les médias par les ministères et les entreprises notamment. Mais tout cela ne peut se faire que si le milieu est assaini. C'est bien cela. C'est clair. On ne peut pas continuer à l'État, de manière, même si l'État veut être un bon père de famille, ne peut pas continuer à fonctionner si les interlocuteurs, c'est-à-dire... Et vous êtes un fervent défenseur de l'autorégulation. L'autorégulation est nécessaire s'il y a une régulation qui existe. C'est une dynamique permanente qui existe dans tous les pays démocratiques. Nous sommes tout à fait heureux. Le ministre était heureux de discuter avec les patrons de presse, le REPAC en semaine. Nous avons établi un cadre de travail parce que c'est la crédibilité des acteurs d'en face qui fait bouger les lignes. Le gouvernement, lui, il fera toujours sa part parce que ne l'oublions pas, c'est le gouvernement qui a intérêt à avoir une presse libre et indépendante. Et donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Si nous avons des interlocuteurs qui sont regroupés, qui sont cohérents, qui sont responsables, croyez-moi, madame, le Cameroun aura une presse qui est de qualité. Alors, Jean-Jolin, vous dites oui à l'autorégulation, mais vous dites également, et je vous cite, oui avec un CNC viable et légitime. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je pense que tout le monde assiste un peu éberlué à l'effondrement du capital confiance du CNC depuis quelques années. Je pense que c'est un CNC à réformer. C'est d'ailleurs l'un des éléments du mémorandum que nous allons remettre demain au ministère de la Communication. Tout le monde a applaudi, du moins les professionnels ont applaudi des deux mains l'avènement de ce CNC-là. Mais on peut constater au fil du temps qu'il doit être réformé afin qu'il soit plus représentatif et légitime. Et à côté de ce CNC-là, il faudra effectivement qu'un organe d'autorégulation se mette effectivement en place. Avec d'autres mesures, c'est-à-dire l'essentiel pour nous, les patrons de presse, on espère que les gouvernants vont effectivement, au-delà du catalogue de bonnes intentions, nous accompagner dans ce projet-là. Nous voulons créer un cadre où l'employé est à l'aise, le patron est à l'aise, où tous les intervenants de ce biotope-là soient effectivement à l'aise. Parce que d'ici, j'entends souvent des cris des employés qui estiment que les patrons s'enrichissent pendant que les employés sont dans la dèche. Mais vous pensez que le patron va inventer de l'argent à partir de tous les problèmes que je vous ai listés là? Non, il faut que le cadre soit bien indiqué pour que l'entreprise soit économiquement viable et que tout le monde puisse tirer profit du travail qu'il mène au quotidien. Alors justement, je vous invite à écouter quelques journalistes dans cette rubrique, la rubrique édito, salaire, indemnité, les DP, les directeurs de publication, jouent-ils franc jeu? C'est la question que nous avons posée aux journalistes. Réponse dans édito. Il y a certains qui se battent quand même au quotidien pour pouvoir honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs collaborateurs. Le problème de salaire et indemnité ne concerne pas que les entreprises de presse. C'est une question qui concerne toutes les entreprises camerounaises et dont la presse en fait partie. Il faut reconnaître au Cameroun que l'univers de la presse privée n'est pas du tout évident.
du point de vue de la vie. Le problème se pose au niveau du montant ou du salaire même, parce que c'est des salaires qui sont parfois dérisoires. Comme vous le savez, la presse évolue dans un environnement de précarité et donc certains DP font avec les moyens qu'ils ont. La presse vit des commandes publiques, la presse vit des commandes privées, la presse vit des achats et des abonnements de ces journaux, de la publicité. Alors, lorsque ces commandes ne sont pas payées à temps, que les entreprises de presse, comme toutes les autres entreprises, peuvent avoir des problèmes à payer leur salaire à temps ou alors avoir des indemnités réduites pour être payées à un autre moment. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Maintenant, pendant que c'est difficile et qu'on le reconnaît, on sait aussi que les journalistes dans le privé sont au taquet tous les jours. Ils cravachent avec des conditions difficiles. Inversement et paradoxalement, l'observation, c'est qu'on voit les patrons de presse qui ont un standard de vie qui est en déphasage avec ce que les autres, leurs collaborateurs, vivent au quotidien. Parce qu'il y en a qui pensent, parmi les états de publication, que la priorité est ailleurs. Et donc, les journalistes qu'ils emploient, pour eux, sont comme des esclaves. Et donc, préfèrent mettre les moyens dans des investissements qui leur sont propres. Il y a des efforts qui sont faits. Depuis le début de l'année 2021, nous observons une augmentation du nombre de cas positifs au test de coronavirus dans nos formations sanitaires. Pour se protéger, ayons toujours notre masque à portée de main pour l'arborer lorsqu'on est face aux autres populations. Nous devons régulièrement laver nos mains, soit avec un gel hydroalcoolique, ou au besoin de l'eau et du savon. Alors, Monsieur Denis Omba, on a écouté quelques patrons de presse là, mais l'avis partagé par les journalistes qui sont, eux, des employés, c'est que les patrons de presse roulent carrosse pendant que leurs employés, qui sont les journalistes, tirent le diable par la queue. C'est une peinture que j'observe comme vous, que la plupart des patrons de presse, la presse privée notamment, il y a une distance sociale entre leur niveau de vie, leur niveau de revenus et leur personnel. Dans une certaine vie, j'ai été moi-même employé de la presse privée et je dois vous assurer que ce n'était pas facile. Notre travail, notre production au quotidien était en majeure partie consacrée au patron qui en faisait à sa guise, qui se préoccupait d'abord de ses problèmes personnels. C'est pourquoi le ministère de la Communication appelle à la construction de véritables entreprises de presse. Vous allez observer qu'il y a longtemps, l'appui était donné en main patron de presse ou représentant des organes de presse. Désormais, c'est viré dans des comptes bancaires. C'est une mesure qui vise les comptes d'emploi. C'est une mesure qui vise à amener les entreprises à se constituer en entreprise et à pouvoir effectivement s'occuper de la dimension sociale. C'est aussi le sens de la demande du compte d'emploi pour attester de ce que ces broutilles, ces petits sous, comme l'appelait mon ami Georges Alain, ont quand même pour direction de pouvoir, à défaut de 2-3 mois, pouvoir prendre en charge ces gens-là. C'est désolant, c'est une préoccupation du ministère de la Communication parce qu'en réalité, ce secteur-là génère beaucoup d'argent, génère vraiment de l'argent et il n'est pas normal qu'en dehors de quelques médias seulement, le personnel soit le parent pauvre de cette affaire. Juste d'un mot, Lucrèce. Moi, comme je disais tout à l'heure, il faut créer le cadre. Si on relit, par exemple, la loi sur la communication sociale et qu'on ne dise plus qu'il faille simplement créer un organe de presse, on parle d'entreprise de presse. Lorsqu'on parle d'entreprise, ça suppose une structure. Tout à fait. Mutation, par exemple, moi je suis DP employé, il y a un conseil d'administration, je dois rendre des comptes. Mais lorsqu'on est DP, qu'on considère son organe comme sa boutique, on en fait à sa guise. Et donc c'est toute la chaîne qui suit, c'est-à-dire au niveau de la carte de presse, au niveau de l'appui institutionnel, on réclame et on obtient effectivement des pièces précises avant de donner
l'argent de l'État, je suis sûr qu'on aboutirait à quelque chose. Le phénomène ne va pas totalement disparaître, mais je voudrais quand même dire qu'en l'état actuel de la situation, la presse est dans une situation d'impécuniosité assez extraordinaire. Je prends simplement le cas des fonds Covid. Et je passe sous le contrôle de Denis Ongba. Vous savez bien que le ministère de la Communication n'a rien reçu Tout à fait. pour reverser aux médias. Or, dans tous les pays où on reconnaît le rôle important de la presse dans une démocratie, on a bien vu qu'il y a eu un appui. Parce que la situation était particulière, on a pris des mesures exceptionnelles pour appuyer la presse. Parce que la presse soutient l'État dans son rôle d'éducation, dans son rôle d'information, dans son rôle de socialisation. Et donc, on ne peut pas laisser la presse, qu'elle soit publique ou privée, dans des difficultés parce qu'on estime que, bon, ça constitue un danger par rapport à je ne sais à quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les employés, de toute façon, si on a un cercle vertueux qui est constitué, les employés vont le sentir dans leur poche. Alors, je voudrais qu'on parle, alors que nous sommes à la veille de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, je voudrais qu'on revienne avant qu'on ne poursuive le débat. Et j'espère que la régie va nous permettre de voir ces images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. C'est une scène qui s'est produite jeudi dernier, une équipe de reporters d'une chaîne privée, la chaîne Canal 2 en l'occurrence, Canal 2 International, composé de deux journalistes, d'un journaliste, Hyacinthe Chia, et Bertrand Chassé, preneur d'images. Cette équipe a été molestée par la police municipale de la mairie de Yaoundé 5. Alors, avant qu'on ne parle des questions relatives à la dépénalisation des délits de presse, moi, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur la question, sur le problème de la protection des professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, c'est un problème parce que lorsqu'on voit des images comme ça et qu'on pensait qu'on avait quand même fait des avancées, qu'il y avait, pour ainsi dire, une espèce de dégel, parce qu'il faut savoir d'où on part. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, lorsque vous partez, lorsque vous étiez avec des conflits étrangers, il y a des journalistes en prison. Je pense qu'au Cameroun, ce n'est pas le cas, sauf s'il y a un cas qui m'a échappé, mais de toute façon, il n'y a pas de journalistes en prison pour un cas de délit de presse. Mais on se dit que ces avancées étaient consolidées, et puis on se retrouve avec des actes, je dirais, de barbarie, comme ce qu'on a vécu à Yaoundé 5 contre le reporter, le caméraman de Canal 2. On ne peut qu'écraser une larme. Et malheureusement, cela va déteindre sur le classement du Cameroun dans Reporters sans frontières et d'autres organisations. Or, il ne s'agit pas d'une posture ou d'une logique impulsée du haut de l'État. Il s'agit d'actes isolés. Il s'agit de poches de résistance à l'évolution de la liberté de la presse. Je signale qu'il y a quelques années, des collègues de la CRTV avaient subi le même... Ça veut dire que même les médias publics sont... Tout à fait. Télésphore Babizo et Fond Cabo Bernard avaient subi le même sort dans une administration, dans un bâtiment public. Ils avaient également été molestés. C'est pour dire que nous sommes logés dans la même enseigne, Monsieur Denis Ongba. Ce sont des images que nous condamnons, qui ne rendent ni service à la liberté de la presse, ni à la démocratie que le chef de l'État essaye de construire. Je pense que l'objectif en fait de la presse, parce qu'il faut que les gens le comprennent, c'est permettre aux citoyens d'avoir accès à une information qui est crédible et qui permet à un État de se construire. Et donc lorsqu'un journaliste est en situation de travail, rien, mais alors rien n'autorise des gens à les violenter. Ce sont des images qui nous ramènent en arrière. Et je dois pouvoir dire que tous les responsables de notre pays à divers niveaux doivent pouvoir se mettre dans la posture de la volonté du chef de l'État qui, dans les circulaires, le rappelle à chaque fois. Lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, votre devoir, c'est de rendre l'information accessible aux journalistes. Il n'y a donc pas de raison qu'on assiste à des barbaries comme celle-ci. Alors maintenant, je voudrais qu'on s'arrête sur la question concernant la dépénalisation des délits de presse. C'est vrai que c'est un marronnier. Qu'est-ce que vous en dites ? Quelle est votre opinion ? Ma position sur cette question, c'est qu'il faut une dépénalisation sous condition. Parce que pour que vos téléspectateurs comprennent, la dépénalisation consiste à ne pas appliquer les peines de prison, les peines privatives de liberté, et à privilégier donc les amendes, les peines pécuniaires. Or, en l'état actuel de la situation, nous avons parlé de la viabilité économique des entreprises et de presse. Nous avons parlé d'un secteur qui n'est pas assaini, où il y a beaucoup de personnes qui pratiquent du parajournalisme. Alors, vous pensez que... Un secteur qui est bien tenu par des lobbies. Des lobbies. Où il y a même plus d'organes de presse que d'entreprises de presse. Alors, imaginez M. X de tel journal qui est
coupable de diffamation, de propagation de fausses nouvelles, et qu'il faille lui infliger donc des peines pécuniaires, son entreprise n'a pas de siège, son entreprise n'a pas de compte bancaire, le DP a son compte bancaire dans la mallette. Comment on fait pour recouvrer ces fonds? Donc je pense qu'il y a des préalables. Il ne faut pas simplement qu'on fasse du copier-coller. Il ne faut pas qu'on s'inscrive dans un effet de mode. Il y a un déblayage à faire pour qu'on aboutisse à ce que tous les professionnels peuvent effectivement souhaiter, qu'il y ait cette dépénalisation et qu'on ne continue pas de considérer que c'est parce qu'on a mis un journaliste en prison que les choses... Et je voulais préciser que le métier de la presse est particulier dans tout univers démocratique et qu'avant d'envisager même les peines de prison ou les peines pécuniaires, les codes de déontologie ont prévu un certain dispositif. Le droit de réponse, le droit de rectification. Maintenant, si le professionnel s'entête, il y a le tribunal des pairs qui doit être mis en place, on l'espère au Cameroun, il y a le CNC. Pourquoi aller directement rester en justice? Et maintenant, dès qu'il y a une intention délibérée de diffamer ou de propager des fausses nouvelles, peut-être là on peut aboutir. Il faut que ce soit un recours après un certain nombre d'étapes franchies. C'est comme ça que j'envisage ça. Vous pensez qu'on ne saurait laisser ce secteur devenir une zone de non-droit? Tout à fait. L'exercice de la profession du journalisme, bien que c'est un métier particulier, ne peut pas être une zone de chienlit où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent au nom de la liberté de la presse. Non, il n'y a de liberté que parce qu'il y a des lois et parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a un cadrage, parce qu'il y a une façon de faire. Nous sommes des États en construction et des États en construction comme les nôtres peuvent virer rapidement si les libertés sont mal manipulées. Je pense que c'est la philosophie du législateur qui continue à brandir ça comme une épée Damoclès. Mais, comme Georges Alain l'a dit, il n'y a aucun journaliste en prison au Cameroun. Si on a un tribunal des pairs qui est solide, qui travaille, je peux même vous dire, comme Georges Alain disait, que le CNC peut mourir de sa belle mort parce que personne n'irait au CNC si on a des instances de régulation qui font leur travail, qui mettent des journalistes soit en quarantaine, soit à côté parce qu'ils ont violé les règles éthiques et déontologiques. Donc je crois que le législateur fait son travail pour essayer de construire, d'encadrer, de permettre aux gens de savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir. Mais, voyez-vous également, madame, il y a des mutations qui sont en cours aujourd'hui. On a la presse en ligne qui est arrivée, qui ouvre la voie à une violence qui est inhumaine. Alors justement, parlant de cette presse en ligne, de ces réseaux sociaux, qui vous oblige, vous, patron de presse, j'ai envie de dire jusque-là traditionnel, à vous réinventer? Oui, au moins sur 3 dimensions. D'abord sur le plan de la collecte. Vous savez que les réseaux sociaux peuvent apparaître comme une source de collecte facile pour tous les journalistes, pas seulement la presse écrite. Mais derrière, le diable se cache justement dans cette facilité parce qu'avec les fake news et autres, je dis souvent à mes collaborateurs que si on recoupait par le passé l'information 2 fois, il faut la recouper au moins 4 fois cette fois-ci parce qu'effectivement, avec la floraison des fake news, il faut s'ajuster. La deuxième dimension, c'est le traitement. Le traitement de l'information. Parce que dans sa mission d'explication, il se trouve malheureusement que les réseaux sociaux ont aussi des informations qui sont fondées et qui sont donc discutées longuement à longueur de journée. Et lorsque le journal sort le lendemain, la mission d'explication du journaliste de la presse écrite est encore plus accrue. Parce que vous connaissez le diptyque, la radio annonce, la télé montre, la presse écrite explique. Donc maintenant, à partir du moment où tout ça, en plus de la radio et la télé, il y a maintenant les réseaux sociaux, il va de soi que le contenu qu'on propose au lecteur le lendemain doit encore être plus fouillé, plus argumenté, plus croisé, plus sous-pesé. Maintenant, il y a sur le modèle économique, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà l'information sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont encore consentir à l'acte d'achat? C'est pour ça qu'il faut réinventer le modèle économique et je crois que Mutation s'arrime progressivement avec ces différentes plateformes numériques à cette donne. Ça coince un peu encore à notre niveau sur la monétisation. Mais je pense que ça va se faire progressivement. C'est un avis que vous partagez? Entièrement. Je crois que la presse doit se réinventer, surtout dans notre contexte où, en dehors de la fracture numérique qui limite encore le nombre de ceux de nos compatriotes qui ont accès à Internet, il y a cette facilité qu'offrent les réseaux sociaux à avoir rapidement accès aux sources d'information, aux informations. D'ailleurs, il y a beaucoup de patrons de presse qui eux-mêmes aujourd'hui, pour rechercher de l'audience, sont les premiers à publier dans les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a là une avancée technologique qui oblige à la presse écrite, je suis d'accord avec Georges Alain, à aller au-delà de ce que les réseaux sociaux font. Parce qu'il y a toujours un public, parce que la symbolique d'un journal à main
demeure entière. Je crois qu'elle ne s'achèvera pas. Mais maintenant, sur les éléments de vente, les quantités de production et sur la recherche de l'audience, la presse écrite doit se réadapter et doit aussi aller au fond des faits parce que je ne suis pas sûr que lorsqu'on a une activité entière tout au long d'une journée, on a le temps de rester dans les réseaux sociaux pour suivre les explications. Le support papier est toujours indiqué pour aller dans le fond. En 1 heure, en 2 heures, on peut lire. Mais les discussions dans les réseaux sociaux... Il n'y a pas meilleure manière de dire que la presse ne mourra, la presse écrite ne mourra pas. Non, du tout. C'est ça que votre titre était assez alarmiste. Heureusement que vous-même, vous arrivez à cette conclusion et ça nous met tout à fait d'accord. Madame, Messieurs, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour suivre la revue de presse que signe Franck Evina. Lutte contre le Covid-19, la campagne de vaccination désormais dans sa phase intensive. Le journal L'Action rappelle qu'elle a été lancée le 28 avril dernier après que le Premier ministre chef du gouvernement et les membres du gouvernement ont reçu leur injection immunisante. Dans cette extension de l'option vaccinale vers d'autres cibles, Cameroun Tribune révèle que le gouvernement veut vacciner 5 millions de personnes d'ici à la fin de l'année 2021. Également dans la presse cette semaine, l'ambiance électrique à la mairie de Yaoundé 7 où d'après Mutation, un complexe commercial de 70 boutiques construit par la municipalité a été détruit à l'initiative du maire de la ville. Preuve pour le journal de Georges-Alain Boyomo que les conflits de compétences entre Luc Messia Tangana et les exécutifs communaux de Yaoundé se multiplient. Multiplication aussi des revendications autour des centimes additionnels communaux. D'après Mutation, les maires se plaignent des retards de versement de ces fonds au moment où le gouvernement parle d'accélération de la décentralisation. L'actualité au Tchad a encore fait les choux gras de la presse cette semaine. Émergence affirme que le peuple tchadien rejette la junte au pouvoir. Des morts comptabilisées suite à des manifestations qui ont paralysé plusieurs villes du pays. Dans ce climat sous haute tension, le quotidien bilingue privé interroge le rôle et la responsabilité de la France. Mutation aussi. Dans Le Messager, une interrogation. Qui a tué Idriss Déby Itno? Le journal de Feu Pius Ndiawe affirme que la thèse d'un complot savamment ficelé s'amplifie au sein du conseil militaire que dirige le fils du maréchal. On va continuer à parler des travailleurs dans la suite de cette édition de Scène de Presse, mais plus des journalistes spécifiquement. On va parler des travailleurs de manière générale. On le sait, nous avons célébré hier la 135e édition de la Fête internationale du travail. Thème retenu cette année, monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise. Et pour en parler, M. Edouard Boyimo-Mwendi, qui est coordonnateur de l'Observatoire national du travail. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à notre partenaire social, le président Bissala, président de l'UGTC. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Monsieur Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CATV et bonsoir au gouvernement. Alors, première question, monsieur Isaac Bissala, le travailleur camerounais est-il à la merci de l'employeur aujourd'hui? Madame, vous avez souvent entendu dire « tais-toi et travaille ». Tais-toi et travaille, ça veut dire que le travailleur n'a pas un mot à dire dans l'entreprise. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la démocratie d'entreprise. Et ce qui fait que nous rencontrons une violence dans l'entreprise qui se traduit le plus souvent par le harcèlement. Vous avez entendu harcèlement moral, et qui fait en sorte que les travailleurs sont de plus en plus stressés. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas à dire. Et pourtant, c'est eux les producteurs. Alors, M. Edouard Boyimo, vous pensez plutôt que le cadre juridique et institutionnel mis en place au Cameroun permet de protéger le travailleur? Tout à fait, tout à fait. On commence d'ailleurs par ce qu'il a dit tantôt, l'absence de démocratie. Effectivement, il y a peut-être une absence de culture de démocratie, mais il n'y a pas une volonté d'écraser le travailleur. Et s'il y en avait,
le cadre institutionnel mis en place par l'État, notamment l'existence des ministères et tous ces démembrements, on a quand même une inspection du travail. Et à l'intérieur de l'entreprise, il y a des institutions de dialogue qui permettent quand même que l'entrepreneur ne crase pas, comme il dit, ou comme vous l'avez suggéré, totalement l'employé. Le ministère a mis en place en tout cas l'État, un certain code du travail, un certain nombre de commissions qui permettent que travailleurs et employeurs se concertent avec le gouvernement. Donc il y a quand même des dialogues, il y a une culture qui est instrumentalisée par l'État, mais qui doit être acceptée par les autres. Isaac Bissala, quels sont les points qui fâchent? Alors, je vous remercie, madame. Lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez dit que le travailleur n'est plus respecté, oui, le travailleur voit ses droits bafoués. De quel droit vous parlez? Voilà. Donc, nous, le gouvernement, vous avez lu le thème du gouvernement pour la 135e fête. Mais nous, au niveau des travailleurs, notre thème était syndicalisme camerounais face à la situation sociale. C'est ce que nous avions cette année-ci, et donc on a globalisé, y compris le Covid-19. Voilà, donc le problème que nous avons dans l'entreprise aujourd'hui, il y a d'abord la violation de la liberté syndicale et le droit syndical. C'est pratiquement près de 4% des entreprises camerounaises qui acceptent les syndicats. 4%. Les 96 autres. Quand vous ne veulent pas entendre parler du syndicat. Nous avons aussi ce problème de santé et sécurité sociale, santé et sécurité au travail. On vous dit qu'il y a des textes, il y a par exemple l'arrêté 039 qui parle de la santé et sécurité au travail. Malheureusement, certains employeurs ne veulent pas appliquer cet arrêté sur prétexte que la question économique, ça coûte cher, la santé. Ils ne veulent pas. Nous avons le problème de sécurité sociale. C'est vrai, vous avez entendu ces derniers temps, si je crois même qu'il est passé ici, le directeur général de la CNPS dit que la CNPS est sur liquide et qu'il y a même un incident. Malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, nous avons des travailleurs qui n'arrivent pas à toucher les allocations familiales. Nous avons des pensionnés qui n'arrivent pas à toucher leurs pensions, sous prétexte que leurs employeurs sont débiteurs vis-à-vis de la CNPS. Alors que la CNPS a le privilège du trésor catégorie 5. Ça veut dire qu'il dépasse même les impôts. La CNPS peut recouvrir son argent dans l'entreprise avant les impôts. Nous avons le problème de conditions de travail, comme je vous l'ai dit. Mais il y a également le fait que certaines entreprises ne peuvent pas n'ont pas de compte qui leur permettent non pas accès directement à leurs finances. Il faut qu'elles attendent, les entreprises, il faut qu'elles attendent que le ministère des Finances, par exemple, leur fasse des provisions pour pouvoir alors là, madame, intéresser. Oui, là, madame, il y a des cas des entreprises d'État. Avec la nouvelle loi, je crois, de 2019, le décret de 2019, certaines sociétés d'État ne peuvent pas payer directement les prestations aux prestataires. Mais ils passent par le compte 420 au ministère des Finances. Donc, ces entreprises d'État font l'ordre de virement, demandent au ministère des Finances de virer, par exemple, à la CNPS. Et le ministère des Finances ne peut le faire que si elle a des liquidités. La faute ne revient plus, en ce moment-là, à l'entreprise. Et vous ne pouvez pas venir sanctionner le travailleur qui n'a rien à foutre là-dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nous avons ce problème de sécurité sociale au Cameroun avec des retraités qui décèdent à ce moment parce que certains n'arrivent pas à toucher leurs pensions sous prétexte que leurs employeurs n'ont pas cotisé. Et que ce soit les entreprises en fonction. Donc, nous avons le problème de dialogue social dont on vient de vous dire. Nous avons des problèmes de dialogue social. C'est vrai, vous savez, mon pays, le Cameroun, c'est l'un des grands pays du monde en ce qui concerne les textes. Mais le problème, c'est qu'on aime ce qu'on appelle le slogan creux. Vous savez, on lance de dialogue social, on fait croire que tout ça. Mais en fait, les gens se retrouvent. Écoutez, madame, parce que les gens on vous montre souvent à la télé que nous sommes assis avec le ministre, par exemple, du Travail. Oui, mais nous parlons. Mais lorsque nous sommes avec le ministre du Travail, et après? Il y a également les questions relatives aux conventions collectives.
à l'application c'est ça qu'on appelle, tout ça, c'est qu'on appelle... Je voudrais que vous arrêtiez particulièrement sur ces questions de convention Dans la liberté collective. syndicale, il y a 3 conventions qui font partie de la liberté syndicale. Il y a d'abord la liberté elle-même qu'on n'arrive pas à faire adhérer les gens dans les syndicats. Deuxièmement, il y a l'application des conventions collectives. Nous signons des conventions collectives avec les employeurs, donc c'est une entente. Malheureusement, quelques temps après, il y en a des employeurs qui vous disent « Moi, je ne peux pas appliquer cette convention collective. Hein? Nous avons le cas, par exemple, des journalistes qui viennent de partir d'ici, de ce plateau. Ils ont leur convention collective. Personne n'a arrêté leur employeur de signer cette convention collective, mais personne ne veut l'appliquer. Il faut bien souligner qu'au niveau de la CRTV, cette convention collective est respectée. Ah, je ne sais pas. Elle est respectée. C'est une information non, que je vous donne. Madame, c'est une information que je voudrais que... J'ai les informations de toutes les conventions collectives au Cameroun. Oui, bon. nous le ressentons. Alors c'est bien si c'est bien nous le ressentons chaque fois lorsque nous nous présentons à la banque. Donc je peux vous rassurer sur ce point-là. Mais je voudrais que nous nous arrêtions effectivement sur ce problème que vous posez, ces patrons d'entreprise qui ne se sentent pas le devoir de respecter les conventions collectives sous prétexte qu'elles ne les ont pas signées. Et vous, au niveau du ministère ou de l'Observatoire, vous êtes attendu sur le terrain des arrêtés d'extension. Où est-ce que vous en êtes? Les décrets d'extension, voilà. En réalité, mais je voudrais d'abord revenir peut-être sur un certain nombre de sujets que le président Bissala évoqué. Commencez par les décrets d'extension, s'il vous plaît. Oui. Non, le décret d'extension n'est pas une obligation après la signature de la convention collective. Monsieur Bissala vient de vous dire qu'il y a des entreprises qui refusent simplement. À partir du moment où une convention collective est signée dans un secteur, dans une branche d'activité, toutes les entreprises se réclamant de ce secteur-là sont obligés, selon le Code du travail, de respecter. Il y a d'ailleurs le décret 93 qui oblige ces entreprises à respecter cette convention collective. Maintenant, les entreprises, pour un certain nombre de raisons, peut-être économiques, peuvent y accéder progressivement. D'autres préfèrent peut-être faire des accords d'établissement. Mais d'ailleurs, les accords d'établissement ne devraient pas remplacer les conventions collectives. Ils devraient peut-être s'aligner sur les conventions collectives pour que la protection du travailleur pour laquelle l'État œuvre, et d'ailleurs pour laquelle j'invite aussi les syndicats, parce que c'est eux les premiers mandants des travailleurs, si eux-mêmes ne prennent pas en main le destin du travailleur, ça va être compliqué. Donc je voudrais dire que le décret n'est pas une obligation. Le ministre peut être amené à prendre le décret d'extension, à proposer le décret d'extension lorsque une étude montre qu'effectivement, il y a très peu d'entreprises qui soit renouvellent la convention collective, soit l'appliquent. Je pense que la citoyenneté des entreprises est interpellée ici. Ce n'est pas une bonne chose. Le ministère ne peut pas approuver que des entreprises n'appliquent pas les conventions collectives qui, par ailleurs, ont été signées, négociées entre employeurs et travailleurs avec l'arbitrage du gouvernement. Le ministère ne peut pas approuver, mais qu'est-ce qu'il fait de manière concrète pour que ces conventions-là soient appliquées? Le ministère, c'est l'État, et donc l'État qui a tous les moyens. Je pense que lorsque les inspecteurs du travail descendent sur le terrain, et nous-mêmes nous avons quelques statistiques là-dessus, il y a des entreprises qui n'appliquent pas, mais qui au moins appliquent le salaire conventionnel. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas tous les éléments, mais au moins ils s'alignent sur le niveau salarial qui a été arrêté par la Convention. Et nous avons découvert dans les recherches que nous faisons, dans les données que les inspecteurs nous remontent du terrain, qu'il y a des entreprises qui préfèrent, étant dans un secteur, aller appliquer la Convention d'un autre. Ou alors, ils sont dans le même secteur, mais ils appliquent la convention d'une branche qui n'est pas la leur. Parce qu'ils mettent en avant une activité dont ils ne sont pas véritablement... Enfin, qui n'est pas la première activité pour laquelle, fiscalement, ils ont été reconnus. C'est au moment où une fois qu'on aura remis toutes ces conclusions au ministre, je suis sûr que les inspecteurs, déjà, ont fait sur le terrain des pressions au niveau des entreprises pour leur dire, attention, ces pratiques ne sont pas normales. Et je pense qu'une fois que le ministre aura été au courant de cette... Parce qu'il faut aussi dire, Madame Mebenga, que les travailleurs eux-mêmes ne se plaignent pas.
Généralement, c'est le travailleur qui doit porter l'information au service compétent de l'État. Il ne le fait peut-être pas pour protéger son emploi. Mais comment peut-il protéger son emploi? Comment peut-il vouloir une chose et son contraire? Il veut le bien-être, mais il ne peut pas porter la revendication d'une injustice dont il est victime à l'État. Ce n'est pas normal. Alors, vous avez beaucoup parlé des inspecteurs du travail et j'ai vu M. Isaac Bissala me faire des grands gestes parce que pour lui, justement, ces inspecteurs ne font pas leur travail à temps. Je préfère le dire ainsi. Ce n'est pas exactement votre pensée, mais je préfère le dire ainsi. Oui, merci madame. D'abord, il faudrait dire que nous avons proposé au gouvernement, lorsque nous étions en train de réviser le Code du travail, d'instaurer, qu'on instaure au Cameroun ce qu'on appelle le Code pénal du travail. C'est nouveau au Cameroun. Mais avec le Code pénal du travail, on peut arriver facilement à sanctionner les employeurs qui violent certains droits des travailleurs. Alors, parlant des inspecteurs du travail, nous sommes arrivés à une situation au Cameroun où l'inspecteur du travail s'est dit qu'il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que l'inspecteur du travail doit adresser un procès verbal d'infraction chaque fois qu'il est dans une entreprise et il doit d'abord mettre la mise en demeure à l'employeur et si l'employeur ne s'exécute pas, il fait ce qu'on appelle le procès verbal d'infraction. Mais nous avons constaté que depuis 1960, depuis l'indépendance du Cameroun, aucun tribunal n'a convoqué un employeur parce qu'on a dressé le procès verbal d'infraction. Alors les inspecteurs se sont dit, ah si c'est comme ça, moi je vais me tuer. Pourquoi? Ils ne sont plus là maintenant, donc qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent maintenant dans l'entreprise, bon, ils font ce que tous les Camerounais font aujourd'hui, et puis aider à l'employeur. Qu'est-ce qu'ils font, monsieur Ils font demi-temps-queue. Ils font demi-temps-queue. C'est-à-dire demi-temps-queue, c'est ce que vous appelez couramment la corruption et tout ça là. Ça veut dire que quoi, ils préfèrent qu'on lui donne ses bons de carburant, il s'en va. Parce que, d'ailleurs, des fois, il y en a certains, quand ils font même des procès verbaux d'infraction, on les appelait quelque part pour lui dire que tu ne sais pas que c'est tel. Et puis, il y a aussi quelque chose que je dois vous dire ici, madame. Nous sommes dans le seul pays où il y a 98% des hommes d'affaires qui sont les membres du comité central. Je ne sais pas si vous comprenez. 98%. Le rapport, est-ce que ça l'exempte de respecter les droits des travailleurs? Ils se tiennent. Vous savez, c'est entre eux, ils se tiennent. On les appelle aujourd'hui des fauves. Ils se tiennent, madame. Ce qui veut dire que, suivez mon regard, il est secrétaire général adjoint, n'est-ce pas? Et comment il peut aller son collègue qui est membre du comité central, qui a une entreprise? Comment ils peuvent... Je ne sais pas si vous comprenez. C'est beaucoup de choses qui tournent autour de l'entreprise aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là au niveau de l'entreprise. Alors, je voudrais quand même relever, avant que je ne vous passe la parole, M. Edouard Boyimo, c'est que ce que je voudrais relever, c'est que le ratio mondial est de 200 entreprises par inspecteur du travail. Au Cameroun, on en est à 2500, voire 3000 entreprises par inspecteur du travail. Est-ce que cela peut justifier les lenteurs observées dans leur travail au quotidien et peut-être aussi les manquements? Parce que 2500 à 3000, ça fait quand même beaucoup. Tout à fait, Madame Mebenga. Mais je voudrais d'abord dire au président Bissala qu'il faut quand même parler avec des chiffres. Il faut parler avec des chiffres. C'est bien de dire des choses, mais il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Il ne faut pas dire... on n'est pas là pour parler de ceux qui ont les entreprises. Et même, je ne pense pas que le secrétaire général adjoint du comité central, comme il dit, et qu'on connaît bien, soit propriétaire d'une entreprise. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il se tient en tant que membre du comité central. Je n'ai pas dit qu'il a des entreprises. Bon, voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné... On a noté, vous êtes responsable de vos propos, M. Salami. Madame Mebenga, je voudrais vous dire que tout à l'heure, avant de répondre véritablement à votre question, le président Bissala a dit tout à l'heure que la liberté syndicale est claquemurée. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 1064 syndicats au Cameroun? 1064 syndicats. Déclarés oui. Au Cameroun. Et même, déclarés veut dire qu'en principe, ils devraient fonctionner. Et donc, nous avons commencé une opération d'assainissement et il sait
très bien les réticences qu'ils ont, eux, lorsque nous venons faire cette opération. Combien ont un siège? Justement, en 2018, nous avons fait un recensement qui a permis de constater que seuls 254 pouvaient être véritablement considérés comme syndicats, comme le sien. Parce que lui, il a un siège bien connu, mais il y a même des syndicats qui nous mettaient une pancarte dans un hôtel. Du fait qu'il y a une enquête qui arrive, ils mettent une pancarte dans l'hôtel et puis ils disent voilà notre siège. Alors, donc, je voudrais que nous revenions sur la question des inspecteurs du travail. Nous revenons donc sur la question des inspecteurs pour dire qu'effectivement, l'inspection du travail fait face à beaucoup de difficultés, notamment en termes de ressources humaines. Des efforts sont faits dans ce sens. Récemment, le ministre vient de nommer 161 inspecteurs. Des efforts sont faits aussi par le gouvernement au niveau de l'ENAM. Vous savez qu'à un moment donné, la section administration du travail avait fermé. Et donc, ça a créé quand même un déficit en termes de personnel, en termes d'administrateurs du travail et même de contrôleurs. Donc, il y a 294 administrateurs du travail au Cameroun. Vous imaginez 294 uniquement. Ils ne peuvent pas couvrir les 208 000 entreprises. 208 000 entreprises selon le dernier recensement général des entreprises. Ils ne peuvent pas couvrir tout ça. Il faut quand même dire que malgré la difficulté en termes de ressources humaines, ils ont quand même fait plus de 3 000 visites d'entreprises. Ils ont visité plus de 3 000 entreprises, ce qui est à mettre à leur effectif. Ils ont réalisé plus de 7 000 procès verbaux de conciliation. Ça, c'est à mettre à leur actif. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup à faire. Et les inspecteurs qu'on a au jour d'aujourd'hui ne peuvent pas faire face à cette pression des différents du travail. Je vous propose maintenant de marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Monsieur Grégoire Ouna est en focus dans cette édition de Scène de presse. Nous devons désormais plus qu'hier trouver les solutions pour bien résister et mieux préparer l'avenir. Les entreprises doivent ainsi donner aux structures de santé et de sécurité au travail la place et le rôle qui leur reviennent. Je vous exhorte donc, à l'occasion de cette édition de la Fête internationale du travail, à faire des comités d'hygiène et de sécurité et des services médicaux du travail, qui sont également des outils de dialogue social, de véritables leviers à actionner dans le cadre de la riposte globale contre le Covid-19 dans le monde du travail. Nous allons donc continuer, tous ensemble, chacun à sa place et en ce qui le concerne, à agir de manière responsable et exemplaire dans le sens d'une synergie globale visant à promouvoir la santé au travail, car notre rêve commun, notre ambition collective, notre engagement partagé doivent être de construire un monde solidaire et en bonne santé. Alors, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur les chantiers de votre secteur, notamment celui relatif au Code du travail, la révision du Code du travail, mais également la révision à la hausse du SMIC. Où en sommes-nous? Le projet, 2 fois déjà, le projet de révision du Code du travail a été soumis à la Commission nationale consultative du travail. Le président Bissau a lancé quelque chose. Et le projet a été déposé sur la table du gouvernement. Et donc, on attend. Il y a des consultations qui continuent. Et il faut quand même dire que, pour terminer là-dessus, le gouvernement fait face à une pression aussi de ce qu'on appelle la flexibilité, la recherche de la flexibilité. La flexibilité est un véritable problème pour les investisseurs.
Et d'un côté, les travailleurs estiment que le code même de 92 avait fait la part belle aux employeurs. Et même nous, on estime, vous l'avez entendu de sa bouche, que les inspecteurs du travail, par exemple, n'avaient pas reçu tout le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire leur travail. Et donc, il est de tout notre intérêt que ce code soit révisé. Mais on attend. Et il y a le SMIC également, qui est de 36 270 francs. Oui. Bon, disons que lorsque nous avons revu le SMIC, il était question, je crois que c'était en 2016, il était question qu'on allait se revoir. C'était vers, je crois, mars 2016. Il était question qu'on se revoie à la fin de l'année 2016. 2014, en fait. 2014, voilà. C'était 2014, voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous ne faisons que relancer le gouvernement. Bon, la Covid-19 est venue nous retrouver et là maintenant tout le monde pense au moins des échappatoires pour dire que la Covid est là. Bon, comment on peut faire ceci, cela, alors qu'on avait tout le temps en 2014 pour pouvoir mettre ce SMIC au moins à 100 000 francs. C'est noté. Et maintenant nous retrouvons Daniel Menanga pour les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, à vos invités, aux téléspectateurs. On va passer en revue les journaux, les premières pages, les unes que vous retrouverez en kiosque ce lundi. Nous commençons avec le quotidien de la South Media Corporation, Mutation, Luc Messi, Augustin Tamba, la casse départ. Mutation évoque les destructions opérées par le maire de Yaoundé en Colbison et qui ont suscité une descente sur le terrain du maire de Yaoundé 7 vendredi entre les deux magistrats municipaux. La guerre est désormais ouverte, nous dit Mutation de ce lundi. Cameroun Tribune, lui, rassure et nous dit que tout est revenu au calme à Yaoundé 5. Également, exécutifs régionaux, les 100 premiers jours, un peu plus de 3 mois après l'installation des premiers responsables des conseils régionaux. La mise en place et les premiers contacts avec les partenaires figurent au rang des actions déjà menées. Alors que les budgets et ressources financières restent très attendus, médias, information, credibility as key concern, talking about the commemoration of World Press Freedom Day, this May 3rd of 2021. Intégration, presse au Cameroun. Le bord de la mer franchi, le journal de Intégration donc parle précisément de précarité croissante. C'est toute l'identité d'un secteur qui cherche encore son modèle de développement. La grave crise que traversent les médias capitaux privés invitent à questionner les instruments de soutien inventés par les pouvoirs publics, nous dit Intégration. Et qu'au matin, avec cette enquête, Douala Grand Mall n'est pas sous administration provisoire. À lire aussi dans le journal spécialisé en économie et finances, marché du travail, les gisements d'emploi à explorer en 2021. Le gouvernement projette la création de 500 000 emplois cette année. Pour ce faire, les analystes suggèrent qu'un accent soit mis sur le développement du capital humain et du numérique, entre autres. Défis actuels, transport maritime, port de Douala, le quai pétrolier entre en service. Défis actuels parle également, indique à ce propos que l'ouvrage baptisé Quai 61 a coûté 10 milliards 151 millions de francs CFA et a été officiellement réceptionné le 28 avril dernier par 3 membres du gouvernement. L'économie report OEACP, les domaines d'intervention de l'accord post-Cotonou, paraphé le 15 avril 2021. Après 2 ans de négociations, il fixe le cadre de coopération politique, économique et sectorielle pour les 20 prochaines années entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. À lire dans le journal de Thierry Écouti ce lundi, Camer Presse de ce lundi également, lac municipal, un autre défi de Célestine Ketcha-Courtez après avoir annoncé la disponibilité de l'autoroute Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalen, autant pour moi. À la fin de cette année, la Mindu s'intéresse à l'aménagement du lac municipal de Yaoundé. Ladies News, violence conjugale, l'émouvant témoignage des victimes, décrié mais toujours d'actualité. Les violences conjugales restent et demeurent un sujet sur lequel les organisations de défense des droits de la femme ne sont pas encore parvenues à fédérer toutes les opinions. And Distance Learning, UNESCO, UNICEF and Evo Solutions Support, MINESEC,
Read more on ladies' newspaper this Monday. That's it. Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci d'être venus. À très bientôt sur ces mêmes antennes.